Bonjour. Bonjour. Bon, quelques petites précisions suite aux deux constats, oppression blanc ou noir ou même en couleur et à qui profite l'omelette. Quand je disais que les victimes d'aujourd'hui seront les bourreaux de demain, je ne fais que constater un état de fait historique. Je ne me permets évidemment pas de juger de manière moraliste en sous-entendant que un bienfait pour eux, ils le méritent, tu vois. Oui, oui, tout à fait. Parce que c'est, voilà, ça a été relevé par quelqu'un. Oui. Et toi aussi, tu avais une précision à faire concernant la haine de l'Occident. Oui, parce que bien sûr, ça peut être mal compris. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment donné, il y a des mémoires qui s'inscrivent au-delà de considérations psychologiques et autres. Ce qui veut dire que la malmenée par laquelle ont dû passer ces différents peuples qui ont été colonisés, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Amérique du Nord, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, il y a eu de la souffrance terrible, il y a eu des renversements, des chamboulements énormes qui n'ont jamais été vraiment qualitatifs. L'Occident prétend que c'est qualitatif. Quand je dis l'Occident, on voit très bien de quoi on parle, ces coloniaux, tous ces marchands d'esclaves qui sont partis à un moment donné à la conquête du monde. Ils ont laissé des traces terribles. Ils n'ont pas laissé des traces lumineuses, à part certains, 2 ou 3 personnages, mais il n'y en a pas beaucoup. Ce qui veut dire que ces champs vibratoires qui se sont inscrits ressortent à un moment donné dans les peuples qui ont été martyrisés. Et ça s'inscrit au-delà de considérations même génétiques ou psychiques. Tout d'un coup, c'est quelque chose qui, pour rétablir l'équilibre cosmique en quelque sorte, il doit y avoir un retour à la case départ. C'est un peu la métaphore de la roue qui tourne. Voilà, c'est ça, elle est représentative. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, on ne peut pas faire autant de saleté sans qu'il y ait un retour de manivelle qui est d'autant plus grave parce que les personnages qui se retrouvent dans cet état où ils veulent en découdre parce qu'à un moment donné la vengeance remonte à la surface indépendamment de leur volonté, mais il y a des personnages qui arrivent à neutraliser ça, mais ils sont rares. L'ensemble de la population, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ils continuent d'être victimes des problèmes qu'ils ont déjà eus. Simplement, il y a un équilibre qui doit se refaire. C'est pas que ce soit des gens haineux, l'histoire n'est pas là. Ils ne leur feraient pas arriver là s'il n'y avait pas eu ce genre de phénomène. Voilà. C'est normal. Même le corps, quand il reçoit un coup, il réagit. Il a des réactions c'est le rétablissement de l'équilibre. C'est normal. Bon. Alors, passons à un tout autre sujet. Alors, oui. Au menu du jour, l'obsolescence programmée, tu vois. Ah, non, oui. Oh, là, ça, il y a un moment, ça dure. Alors, qui est appelé aussi désuétude planifiée, qui est un concept pour limiter délibérément la durée de vie de biens de consommation et obliger le consommateur à remplacer incessamment les produits qui ne sont plus fonctionnels. Ouais. L'obsolescence programmée a permis la mise en place d'un type de marché particulier, le marché oligopolistique, c'est-à-dire un marché où l'offre et la fabrication, les offreurs, vendeurs, fabricants, est dans les mains d'une petite minorité face à un nombre très important de demandeurs, de clients, consommateurs. Cette disproportion est la base de notre système économique consumériste. Et il donne le privilège donc aux offreurs, fabricants, qui établissent leurs règles du jeu, qui n'est évidemment pas à notre avantage, ni à celle de notre écologie. Et le premier produit représentatif de cet état de fait, c'est l'ampoule à incandescence. Je suis tombée sur un super reportage dont je mettrai le lien, où tout cela est bien expliqué. À l'époque, une quarantaine d'années après son invention, enfin si on peut dire, parce que l'homme n'invente rien finalement, il ne fait que découvrir, donc dans les années 20, alors que l'ampoule de l'époque a une durée de vie illimitée, quasi illimitée, on en a d'ailleurs la preuve avec une lampe témoin qui est allumée non-stop depuis plus de 100 ans dans une ancienne caserne de pompiers californienne et qui continue à briller avec environ 1 million d'heures d'activité. Et comme c'est évidemment pas productif pour le système économique, c'est donc dans les années 20 qu'est né donc le cartel de Phébus,
qui détiendra le monopole de l'industrie des ampoules, donc le monopole d'une oligopole, c'est marrant, et qui va contrôler en imposant aux fabricants de concevoir des ampoules à durée limitée à 1000 heures. Tu te rends compte? Oui, oui, bien sûr. Et ceux dont les ampoules dépassent les normes imposées étaient pénalisés. Voilà. Alors on voit le côté ridicule de notre système. C'est à ce moment-là qu'a commencé à naître toute une flopée d'ingénieurs à la solde de ce système pernicieux. Je dis pernicieux car évidemment c'est ce qui entraînera notre monde là où il en est actuellement, c'est-à-dire d'un côté avec au niveau mondial la création d'un produit toutes les 3 minutes, l'hyperconsommation et la production de déchets dont les pays africains font malheureusement les frais, puisqu'ils se retrouvent être les poubelles des pays industrialisés qui ne savent plus que faire de leurs excédents de produits qui ne sont plus fonctionnels. Plus fonctionnels à cause de pas grand-chose, juste une petite puce cachée à l'intérieur d'une imprimante par exemple, et qui bloque le processus à partir de temps d'impression. On voit aussi dans le reportage comment, grâce à l'aide d'un internaute russe qui met en ligne un logiciel permettant justement de débloquer cette puce, finalement, c'est très simple de remettre en marche ce genre de produit, puisque à la base, il n'était pas cassé. Tu vois? Donc, tout ça, c'est un gros délire. Finalement, quand on est dans le secret des diables, c'est facile aussi de trouver des solutions. Ces concepteurs un peu particuliers qui mettent ce genre de dispositif, on doit sans doute avoir des sacrés problèmes de conscience et d'éthique quand on fait ce genre de petit boulot, non? Qu'est-ce que t'en penses? Bon, actuellement plus, mais il fut un temps où effectivement les personnages ont refusé catégoriquement de rentrer dans ce genre de magouille. Moi, je me rappelle très bien quand même, il y a quelques années déjà, les métiers, les travaux, tout était fait par des personnages consciencieux. C'était donc les compagnons, que ça soit dans n'importe quel domaine. L'industrie les avait accaparés, mais ils continuaient de travailler quand même encore, il restait une éthique, les ingénieurs y compris. Oui. On le voit dans le reportage, il y a plusieurs ingénieurs qui sont montés au créneau, mais bon, ils se sont laissés la plupart bouffer par le système, quoi. C'est le pot de terre contre le pot de fer, évidemment. C'est pas même ça, ils se sont appliqués, mais ceux-là ont disparu. Pour laisser place à une nouvelle génération qui est venue, à qui on a demandé, on les éduque depuis l'école pour leur apprendre à obéir d'une autre manière pour d'autres raisons. Ce qui veut dire que l'éthique sur le plan du travail, on se préoccupe plus de ça, il faut obéir, et puis si tu veux gagner ta vie, et puis tu fais ce qu'on te demande, et puis voilà, tu t'appliques à faire ce qu'on te demande. Donc c'est une autre forme d'application. Au lieu d'obéir à un personnage qualifié, tu obéis à un voyou, une crapule qui, lui, décide de spéculer, de voler l'humanité par un certain bout. Et ils ont commencé à cameloter. Mais ça date, hein, parce que moi, j'ai remarqué ça. Je crois que j'avais 20 ans, quand je me suis retrouvé à devoir réparer un véhicule Peugeot, qui était un fourgon, où ils avaient fait un point d'usure sur les cardans. Et je suis allé chez un bonhomme qui s'occupait de ça. Il m'a dit, oui, c'est un point d'usure parce qu'il ne sert à rien. Cette gorge ne sert strictement à rien. On a regardé. Et il y a un autre fabricant qui avait fabriqué les mêmes trucs sans cette gorge, justement, pour concurrencer. À un moment donné, il se tirait la bourre. Un faisait un point d'usure pour que ça casse. L'autre faisait un truc qui tenait solide. Bref, c'était déjà la bataille à ce moment-là. La même bataille qu'il y a eu entre Ford et General Motors. Voilà, mais simplement, ça s'est aggravé, ça a pris un essor énorme, ça veut dire que la mentalité s'est amoindrie, que les personnages se sont répandus de plus en plus dans la malhonnêteté, etc. Et ensuite de ça, après, on a formé des personnages qui sont là pour calculer la malhonnêteté jusqu'à son maximum. Et actuellement, ça bat son plein. Ça devient difficile de faire mieux. Je veux dire, on en arrive à un stade où c'est extraordinaire de voir à quel point cette voyoucratie a pu s'en du pouvoir. C'est irréversible. On parle de démocratie, c'est une voyoucratie, et la démocratie amène à ça par la force des choses, puisque c'est le moins qui doit décider pour le plus. On en a déjà parlé. La Chine est la reine de l'obsolétisation, j'arrive pas à dire ce mot, ouais. De l'obsolétisation actuellement avec Taïwan. Dernièrement, j'ai acheté des épingles à linge, tu appuies un petit peu trop fort dessus, ça pète, quoi, ça casse.
Oh ben, ça y est, ils sont partis pour la gloire. Mais ça devait se finir comme ça se voyait. Moi, je te dis, quand j'étais jeune, j'avais affaire, j'étais entouré parmi ses compagnons. Ils le voyaient, ils en parlaient, c'est pour ça que je le sais. Moi, j'ai l'impression de l'avoir toujours su. Je savais où ça menait. Ils expliquaient, ah ouais, là, ben, on en arrivera à ça, la finale, ça donnera ça. Et puis c'est ça, on y est là, c'est ça, c'est pas autre chose, parce que c'est gros comme une montagne. Simplement, quand tu vois l'état des personnages qui actuellement dirigent le peuple, la planète et toutes les affaires économiques et autres, mais c'est tellement pitoyable. Ce que l'on retient en fait dans ce reportage, c'est le parallèle entre création humaine et création divine. D'un côté, tout ce qui est créé par l'homme devient déchet, qu'il pollue ad vitam quasi aeternam, alors que la nature recycle indéfiniment ces déchets en les transmutant en nutriments, c'est-à-dire en composés organiques nécessaires à l'organisme vivant pour entretenir la vie. Donc tu vois, je veux dire, c'est vraiment d'un côté la mort contre la vie, quoi. Ben voilà, ben tu vois l'éthique, dans l'éthique traditionnelle, tout ce qui devait se faire, ce que l'action de l'homme doit être faite quand il accomplit un travail, qu'il fabrique quelque chose, ça doit être fait avec le processus d'opération de la nature. Il ne doit pas imiter la nature dans sa forme, mais dans son processus d'opération. Voilà ce qu'étaient les règles selon les diverses traditions. Et dans le compagnonnage, les choses en étaient encore là. Mais là, actuellement, tu vois un peu où on en est. On voit aussi que l'inversion a fait son œuvre à ce niveau-là. Là, je te dis, c'est quelque chose, il faut ouvrir les yeux, il faut se réveiller. C'est quelque chose qui est... C'est pas oui, mais non, mais on est au bout du rouleau avec tout ce tralala. L'humanité fait une maladie auto-immune, on peut dire. Elle se détruit par elle-même, et puis c'est quelque chose d'irréversible. C'est tout. À un moment, il y a un personnage qui dit à peu près la même chose que toi, que bon, là, tout est en train de capoter, et c'est comme un engin qui fonce dans un mur. Tout à fait. Et là, on retrouve ça, par exemple, dans les médicaments pour certains personnages, où on a diminué la durée de vie, c'est-à-dire que les médicaments tuent d'un côté, calment de l'autre pour neutraliser certaines choses, et puis la durée de vie est de plus en plus courte de manière à liquider, parce qu'à un moment donné, dans les déchets, actuellement le déchet le plus encombrant et qui est le plus à considérer, c'est l'homme. Ouais. Ça, on devait en arriver là. L'homme, quand on réalise ce que ça représente sur le plan traditionnel et qu'on voit où il en est arrivé, il est un déchet dans la nature, je veux dire, attention, c'est que là, on est au-delà de toutes les limites possibles. Ouais. Ouais. Tu vois très bien qu'au niveau de tout ce que tu utilises, le top actuel, c'était la dernière foutaise d'il y a 50 ans, et puis voilà. Donc on a dégradé. Et c'est ça le progrès. C'est fortiche. Pour arriver à être dans un état d'esprit qui correspond à manœuvrer de manière à en amener l'humanité à ça c'est diabolique en soi. Et les personnages donc qui marchent et qui font moteur là-dedans, c'est ça qu'on pourrait appeler les Chupotsat. Parce que c'est pas possible autrement. L'homme ne peut pas, sans cette malice sous-jacente, inventer autant de saloperies pour le détruire. Et on voit bien que tout ce qui est encore un petit peu solide est gênant, parce que tu vois par exemple dans l'industrie automobile, le dernier modèle d'une voiture par rapport à une vieille 205 qui est increvable, ils font tout pour mettre en place des lois, nous imposer le contrôle technique par exemple, où ce genre de voiture finalement se retrouve pénalisée parce qu'un peu vieille, parce que si, alors qu'elle marche toujours, c'est obligé de t'en débarrasser, quoi. Tu vois ? Oui, monsieur. Là, tu peux rentrer dans tous les détails, il n'y en a pas une de bonne. Oui, mais ça c'est qu'un exemple, hein. Oui, il y en a, je te dis, il n'y en a pas une de bonne, ça peut plus. Parce qu'il y a un moment donné où ça se fait gagner. C'est comme un ivrogne. Au début, il boit, il pourrait encore un peu s'arrêter. Mais il y a un passage où c'est fini. Il ne peut plus s'arrêter, c'est terminé, il en meurt. C'est la seule chose qui le fait s'arrêter, c'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y en a pas d'autre. Tu peux lui faire toutes les cures que tu veux, il en meurt. Il meurt de la cure, il meurt de tout. C'est fini. Il n'y a pas de retour possible. Alors finalement, en 2012, ça sera vraiment peut-être la fin d'un monde et un nouveau paradigme qui se met en place.
Ah, écoute, moi, je ne vais pas faire des pronostics sur 2012, aussi sur la... Non, mais je dis 2012, comme je veux, parce qu'on en parle, mais ce que je veux dire, c'est que on y est arrivé au bout, plus ou moins. Oui, mais bon, dans toute agonie, il y a une durée qui peut être très fluctuante, c'est-à-dire, là, on est dans l'agonie de cette humanité, c'est-à-dire une décomposition des valeurs, etc. Ça peut durer encore un peu ce que ça doit durer. C'est très difficile de prendre une mesure exacte du temps là-dedans. D'ailleurs, ça n'a pas d'importance. De toute façon, nous y sommes, et nous y sommes de manière irréversible. Alors après qu'il y ait un renouveau, après, bien sûr, mais ce renouveau, c'est comme à un moment donné, quand quelqu'un meurt, il y a aussi un renouveau dans le recyclage de son corps, où il y a des belles fleurs qui finissent par pousser à l'emplacement où il a été posé. C'est un renouveau, tout à fait. Alors finalement, l'agonie peut durer encore longtemps. Alors tous les allumés de New Age qui vont se réfugier sur la montagne du Bougarache, là, t'as entendu parler de cette histoire? Non, non, non. Il paraîtrait que ce serait le seul endroit qui serait épargné par la fin du monde. Ah bon, tant mieux alors. Pour donc, celui qui veut être épargné, il faut vite qu'il y aille. Ils peuvent relâcher leur vigilance un moment là. Alors là-bas, sur ce mont, il y en aura sûrement qui vont profiter pour aller monter des baraques de vente de produits de consommation, parce que plus il y a de monde, plus il y a de clients, quoi. Eh ben oui, il faut aller vendre des glaces et tout ça. Oh, mais je vois le vent. C'est les riverains qui sont pas contents, par contre. Ah ben, j'imagine. J'imagine. Ok, bah écoute, je te remercie et puis à une prochaine. Toujours avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.